Moi, Marie Villet, je suis recruteuse chez Zenica depuis bientôt 3 ans et demi. Et mes grandes passions dans la vie, c'est la bière et le métal. Mais on n'est pas vraiment là pour parler de moi. Euh, on est là pour que je vous présente un petit peu la langue de bois, mais surtout comment y survivre en entreprise et dans la vie. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ce talk? En fait, le sujet de la langue de bois, de la manipulation, de l'étude des comportements humains m'intéresse beaucoup. Donc je m'y suis penchée, j'ai beaucoup lu sur la question. Et du coup, j'en ai fait quelques talks, dont celui-ci. Donc dans le talk, on va analyser deux choses. Déjà, des éléments de langage et ensuite des éléments visuels. On fait ce talk sur Meet exprès pour que vous puissiez participer à des moments. Je vous le dirai quand, hein, mais à un moment, je vais vous demander de participer. N'hésitez pas à vous démuter et à hurler aussi fort que vous pourrez. Voilà. C'est parti pour le talk. Donc, dans une première partie, on va parler des éléments de langage. On va voir des éléments, des arguments rhétoriques fallacieux. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des arguments qui ne sont pas de vrais arguments. Comment gagner un argumentaire sans avoir de vrais arguments? Eh ben, on va passer par des moyens un petit peu détournés. Depuis l'élection du président, le taux de chômage est plus haut que jamais. La politique du président n'a donc pas eu l'effet escompté. Ça, c'est la confusion entre cause et effet. C'est quelque chose qui est très utilisé, que ce soit en entreprise, en politique, même nous dans notre vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est très utilisé. On va faire croire que parce qu'un événement en a suivi un autre, le premier a été la cause du second, alors qu'il y a certainement plein de facteurs qui sont entrés en cause dans ces deux événements. Donc voilà, c'est un truc qu'on retrouve quand même assez souvent. Donc faites attention quand on vous fait des phrases un peu toutes faites comme ça. Posez-vous la question, bon, il y a peut-être d'autres événements, effectivement. Cette entreprise familiale, c'est mon père qui l'a créée. Et depuis son décès, c'est pas évident. Il faut tout faire pour qu'elle ne fasse pas faillite. L'appel à la pitié. Plus globalement, l'appel aux émotions. Quand vous avez un interlocuteur, ou même vous, des fois, quand vous n'avez pas vraiment d'argument, eh ben, vous allez faire appel aux émotions, à la pitié, à quelque chose qui va faire écho normalement à la personne qui est en face de vous. Là, on enlève toute rationalité. On fait vraiment appel aux émotions, au cœur, pour avoir des circonstances atténuantes aux yeux de notre interlocuteur. Comme le chapeauté qu'il fait avec ses grands yeux. Ça peut être par exemple Jacques Chirac qui est bien trop vieux pour aller en prison, ou Patrick Balkany qui est bien trop malade pour rester en prison, par exemple. Dans la vie de tous les jours, ça peut être vous faites arrêter parce que vous avez fait un excès de vitesse. Je suis désolée, monsieur l'agent, je sais, je conduisais trop vite, j'aurais peut-être pas dû répondre au téléphone, mais c'est ma mère, elle va pas très bien, vous comprenez, c'est vraiment une urgence, vous pouvez pas me faire ça, vous pouvez pas me mettre une amende, s'il vous plaît. Voilà. On a tous utilisé ça. Bon, l'appel aux émotions. Êtes-vous avec nous ou avec les terroristes? Allez-vous voter pour moi ou allez-vous laisser le chômage augmenter indéfiniment? Le faux dilemme. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé en politique, beaucoup en entreprise aussi. C'est que on va présenter que deux options, comme étant les seules, tout en masquant toutes les alternatives. Ça par exemple, en politique, est-ce qu'on fait une coupe budgétaire sur le budget de l'éducation ou sur celui de la santé? Si on y réfléchit, il y a peut-être d'autres moyens de récupérer de l'argent que ces deux-là, d'autres alternatives. L'entreprise est en déficit, est-ce qu'on licencie ou est-ce qu'on gèle les dépenses? Idem, il y a peut-être d'autres leviers que l'on peut avoir. Donc, quand on vous propose deux options, essayez de vous dire, il y en a peut-être une troisième, peut-être une quatrième, peut-être complètement beaucoup plus, quoi. Les preuves anecdotiques. Là, on va ignorer les preuves qui sont obtenues par la méthode scientifique pour préférer des anecdotes totalement personnelles. Bon, là, j'ai pris des exemples que j'ai pu entendre des fois. Moi, je fais jamais de tests. J'ai jamais eu de soucis sur mon code.
Ok, peut-être que c'est peut-être pas la solution. Moi, j'ai toujours mis en prod le vendredi. J'ai jamais eu de problème. Donc, je pense que c'est une très bonne méthode de mettre en prod le vendredi. Moi, mon père, il a toujours fumé. Il a jamais eu de cancer du poumon. Sincèrement, je pense pas que la cigarette ait un rapport avec le cancer du poumon. Enfin, voilà. Il y a plein de choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser leur expérience personnelle ou l'expérience personnelle des proches pour argumenter, entre guillemets, sauf que ce ne sont pas des vrais arguments et ça n'a rien de scientifique du tout. Donc faites attention à ça, posez-vous la question, ok, cette personne a vécu cette chose, mais est-ce que c'est valable pour tout le monde en fait? Voilà. On a toujours fait comme ça. L'argumente ad populum. C'est un procédé qui consiste à dire que une affirmation est forcément vraie parce qu'elle est acceptée par beaucoup de gens. Sauf qu'en fait, le nombre de gens croyant à une affirmation est complètement sans rapport avec son exactitude. On a longtemps cru que la Terre était plate. Certains le pensent encore, ça c'est une autre histoire. On a longtemps cru que le Soleil tournait autour de la Terre. Ça marche super bien en publicité, c'est quelque chose qui est vraiment très utilisé. Notamment élu produit de l'année. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté et qui ont dit que ce produit était très bien, c'est qu'il est forcément très bien. Didier Raoult, il aime bien utiliser cet argument fallacieux, notamment dans une interview une fois, il a dit mais faites un sondage entre moi et Véran, vous verrez qui est le plus populaire. Quel est le rapport? C'est pas parce que quelqu'un est populaire qu'il a forcément raison, et inversement d'ailleurs. Donc voilà. Je voudrais citer quelqu'un qu'on connaît tous, Coluche, qui dit « C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ». Et pour le coup, ça résume vraiment argumentum ad populum, cette petite phrase. Donc voilà. Des fois, les gens qui ont raison, c'est la minorité, donc ne faites pas toujours le mouton. Dans la vraie vie, comment on se sert de tout ce que je viens de vous dire? Donc les arguments fallacieux, il y en a une cinquantaine. Hein. Là, je ne peux pas vous les présenter, ça serait ennuyeux et en plus, ça serait vraiment très long. Mais Marlène Schiappa, elle nous fait une petite démonstration vraiment très sympa de quelques petits arguments fallacieux dans une interview chez LCI. Alors, écoutez bien ce qu'elle dit. Pas la journaliste, mais vraiment Marlène Schiappa. Et on en discute après. Si vous n'entendez pas, n'hésitez pas à le dire dans le chat ou à le dire carrément. Attendez, je retrouve ma souris. Parfait. Vous êtes pour la prévention. Vous êtes contre la dépénalisation, Marlène Schiappa, mais ça ne permettrait pas de desserrer les taux, justement, de faire baisser le trafic et donc de faire baisser mécaniquement le nombre de propositions intéressantes qui sont faites à ces mineurs qui effectivement aident les dealers. Non, je crois pas, vraiment pas. Moi, je suis à la fois pour la prévention et pour la répression, évidemment. Je pense que ce sont deux jambes qui doivent marcher ensemble, la jambe de la prévention et la jambe de la fermeté et de la répression. Mais en ce qui concerne la répression fonctionne sur le trafic. Mais je pense qu'il faut la modifier et l'amplifier, et c'est ce que fait Gérald Darmanin avec Éric Dupond-Moretti quand maintenant on verbalise pour ces petits trafics. Mais vous savez, sur le cannabis, il y a beaucoup de gens qui ont un avis très théorique. Moi, il s'avère que j'ai enterré 2 de mes proches avant l'âge de 25 ans qui sont morts de consommation de drogue, et tous les deux avaient commencé par du cannabis et des drogues dites douces. Parce que c'est cool, c'est fun de fumer un joint, de tourner, etc. Rara, qu'est-ce qu'on rigole, sauf qu'après, il y a une escalade vers des drogues plus dures, et que ça, tout simplement, ça tue, en fait. Donc moi, je trouve pas ça cool, je trouve pas ça drôle de consommer de la drogue, en fait. Voilà ce que nous dit... Ah bah, j'ai quitté la présentation complètement. Parfait. Alors, attendez. Je remets... Hop. Tac. Et je reviens de ce côté-là. Que nous dit Marlène Schiappa dans ce petit extrait? Déjà, elle nous fait un petit appel à l'autorité. Argument d'autorité. Moi, je sais. Moi, j'ai vécu ça, donc je suis l'autorité. Bon, ça, c'est très utilisé par les personnes publiques, Didier Raoult, Marlène Schiappa, tous les gens en politique. Donc, déjà, ça pose quelque chose. Moi, je vais vous dire quelque chose parce que moi, je sais. Ensuite, on a un petit sophisme de pente glissante.
après le cannabis, ça mène forcément aux drogues dures. Bon, ok, peut-être une étude scientifique là-dessus, peut-être quelque chose, non, bon. Et tout ça, c'est enrobé d'un gros appel aux émotions. Elle nous raconte une histoire triste, effectivement. Mais elle nous raconte une histoire personnelle de 2 personnes qui ont effectivement commencé avec le cannabis et qui ont été ensuite sur les drogues dures et qui sont décédées. Bon, ça, c'est un gros combo d'arguments fallacieux qui passent à la télé. On a plein de gens comme ça, malheureusement. En fait, tout son argumentaire n'a pas d'argument. C'est juste un exemple personnel et qui fait que c'est juste une preuve anecdotique. Et malheureusement, quand on regarde ça à la télévision, on n'a pas le recul et puis on n'y réfléchit pas. Et puis voilà, on écoute ça, on trouve que c'est triste et on se dit, bah ouais, elle a peut-être raison. C'est vrai que bon... Et on ne réfléchit pas plus loin que ça. Donc voilà, j'espère que le petit extrait vous aura plu et que ça fera une petite conclusion à ces arguments fallacieux. Comment faire en sorte de détecter, ou en tout cas de ne pas se laisser avoir par tout ça? En quelques mots, adopter un esprit critique. Faites-vous l'avocat du diable. Face à une affirmation, cherchez les contre-exemples. En vous demandant s'il existe peut-être d'autres points de vue ou des raisons de soutenir l'avis inverse. Soyez rigoureux et intéressez-vous aux auteurs. Pratiquez une lecture et une écoute active. Soyez un peu parano, en fait, complètement. Qui est la personne? Quel est son métier, sa fonction? Quelle cause elle sert? Pourquoi elle s'adresse à nous là aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'a pas des conflits d'intérêts éventuellement? Comparer. Un moyen très simple et assez rapide avec Internet, c'est de comparer plusieurs sources. Quand vous lisez un article, quand vous voyez une interview ou quelque chose, essayez de trouver une autre source et de voir si vous n'avez pas un autre avis, une autre manière de présenter les choses. Ne vous fiez pas aux apparences. Allez plus loin que les apparences. C'est pas parce que quelqu'un parle bien, est bien habillé, qu'elle vous dit la vérité. Et au contraire, c'est pas parce que quelqu'un s'exprime très mal, ne trouve pas trop ses mots et ne présente pas bien qu'elle vous raconte des salades. Voilà. Et enfin, méfiez-vous de vos propres préjugés. On a tous des valeurs, on a tous des préjugés et on est tous influencés par eux, normal. Donc, on n'est pas immunisé contre la perception sélective, en fait. Posez-vous la question, qu'est-ce que ça me provoque, en fait? Qu'est-ce que je ressens quand je lis ça, quand je vois ça? Comment ça me bouscule? Et posez-vous vous-même vos propres questions. Là, donc on a vu les éléments de langage ensemble. On va voir des éléments visuels. Et on va jouer ensemble. Alors, je sais qu'on est nombreux, je ne sais pas combien parce que je ne vois pas, mais c'est pas grave si c'est le bazar, on s'en fiche. On va jouer ensemble. Je vais vous présenter un élément visuel, ça peut être un graphique, peu importe, et vous allez me dire ce qui vous perturbe, ce qui vous choque ou ce qui vous paraît pas normal. Ok? N'hésitez pas à prendre la parole, c'est comme ça que ça va être marrant. Ok? C'est parti. Ok. Allez, qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous perturbe là-dedans? Il y a un taux de participation qui ne fait pas 100%. Là. Alors, c'est effectivement dans la partie gauche qu'il y a un petit souci. Les échelles sur les graphes. Très bien. Je ne vois pas qui parle, mais très bien. Désolé. Effectivement, sur la partie gauche, sur le taux de participation, on voit que les échelles sont un peu bizarres quand même. On passe de 22,5 à 19,84, mais l'écart est quand même assez important. Si on devait le refaire avec une échelle correcte, en partant d'une base 0, l'écart est beaucoup, beaucoup plus petit. Donc en fait, là, on veut nous montrer que le taux de participation a vraiment baissé, alors qu'il a un peu baissé. Est-ce que c'est une manipulation volontaire ou pas? Je ne juge pas, mais je vous montre ce qui devrait être. En fait, je pense que sur Excel, ils ont coupé le graphique et ils ont augmenté l'échelle, et du coup, ça rend quelque chose comme ça. Alors, une grande source d'inspiration qui est BFM TV pour mes talks. Qu'est-ce qui vous choque là? Vous pouvez pas dire rien parce que c'est pas possible. 48% qui fait plus de la moitié. Tout à fait.
48% fait plus de la moitié du camembert. Donc, c'est BFM TV innove, on peut dire ça comme ça. Oui, effectivement, 48% fait plutôt un petit peu moins du camembert. Pareil, est-ce que c'est volontaire ou pas? On ne sait pas, mais c'est trompeur parce qu'on a l'impression que l'opposition est importante. Elle l'est, mais en tout cas, elle représente un petit peu moins de la moitié. BFM TV toujours? Un camembert toujours? Un 6% un peu gros. Un 6% un peu gros. Là, c'est le contraire. On prend la partie verte et on l'augmente un petit peu. Le 6%, là, représente peut-être plutôt un peu moins de 20% sur le graphique, alors que quand on le refait, c'est pas tout à fait ça. CNews, on change un petit peu. Ça fait plus que 100% tout ça. Ça fait plus que 100%. Ça fait même plutôt 139%. Donc, c'est vrai que là, on se demande ce qui s'est passé. Est-ce que on a fait un sondage où les gens avaient plusieurs options pour répondre? Est-ce que ils se sont trompés dans les calculs? On ne sait pas trop. Donc, encore une fois, est-ce que c'est volontaire ou pas? Mais en tout cas, c'est pas bien présenté du tout. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu flou là. Bon, on est toujours sur BFM, on est revenu sur BFM. Vous êtes tous partis? Vous ne voyez pas? Une Il y a faible différence 2% entre qui le est 35. énorme. Ouais. Le 13% fait quasiment la moitié de 40. Tout à fait, vous avez tous raison. Ils sont pas très bons. Ils sont pas très bons, BFM TV. Non, je ne jette pas la pierre. Si on reprend les données, ça, le deuxième graphique, c'est vraiment les données de l'étude de BFM TV. Donc ça, c'est les données qu'ils avaient et ils les ont transposées sur le premier graphique que je vous ai montré. Donc effectivement, le 2%, ça représente vraiment un gros 2%. Le 13% représente quasiment la moitié du 35%. Et le 8, quasiment presque autant que le 13. Bon, c'est complètement n'importe quoi. Bon, là, je pense qu'ils ont voulu faire rentrer le nom du parti communiste, parti socialiste, c'est un peu grand. Du coup, on va peut-être augmenter la barre, je ne sais pas. Bon, bref, encore une fois, est-ce que c'est volontaire ou pas, mais c'est n'importe quoi. Encore des bâtons, des graphiques, des trucs comme ça. Le 2,5%. Voilà, qui est un peu gros. Il n'y a pas que, mais c'est en partie ça. Donc, si on repasse effectivement sur un graphique à l'échelle, le 2,5% est quasiment égal au 10%. Bon, c'est un peu chelou. Et en plus de ça, les ratios ne sont pas les mêmes. Idem, je pense qu'ils ont voulu faire rentrer leur pourcentage dans la partie bleu foncé, mais du coup, ça ne correspond pas au pourcentage. Bon, c'est un peu problématique. Alors, en fait, je pense qu'il y a une manière de lire le graphique qui fait que c'est les mêmes échelles que celles que tu montres. Il faut juste lire la partie bleu clair, mais c'est pas clair du tout. Hein. Mais c'est quand même pas très clair, quoi. Ah, du tout, c'est trompeur. Et pour le coup, le 2,5 est quand même vraiment gros par rapport au 10%. Une autre. Je suis désolée, en fait, j'ai pas fait exprès, mais il y en a vraiment beaucoup sur BFM TV. On a un camembert qui a 52% au total. C'est ça. Donc un camembert, un demi-camembert entier, un peu bizarre. Donc effectivement, on a l'impression que là, Joe Biden, il a plus de la majorité des intentions de vote pour le sondage primaire démocrate, alors que il a 32%, et qu'il y a presque la moitié qui voterait pour autre, ou en tout cas, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a plus de la moitié qui n'est pas ni Elizabeth Warren, ni Joe Biden. La représentation est un peu trompeuse encore une fois, quoi. Un petit peu plus difficile. Lisez bien le titre. C'est le tarif des autoroutes et précisément l'évolution annuelle des prix des péages. Il y a des augmentations décroissantes. C'est ça. Et 0%, c'est pas stable. Ça descend alors qu'en fait, 0%, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution. Tout à fait. Donc là, on est sur un graphe de pourcentage d'augmentation.
donc des pourcentages d'augmentation qui baissent. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un truc qui, techniquement, ça ne marche pas. Donc, si on fait un graphique sur une base de 100, donc assez classique, donc on voit que les pourcentages d'augmentation augmentent ou stagnent, mais ça continue d'augmenter vu que c'est des pourcentages d'augmentation. Donc là, sur le graphique, on a l'impression que le tarif des autoroutes baisse. C'est super, ça c'est quelque chose qu'on veut tous. Et bien non, pas du tout. Il continue d'augmenter ou de stagner un petit peu, quoi. Alors ça, c'est LinkedIn qui est aussi une grande source d'inspiration. Qu'est-ce qui vous perturbe là? Un peu plus difficile. Est-ce qu'on a une échelle de graphique ou est-ce qu'on... C'est quoi 30,1 On n'a aucune échelle, oui. Ouais. En fait, on ne sait pas de quoi on parle. Le texte, Lidl est la marque qui fait le plus de bruit en 2019. Vous avez envie d'intégrer, gna gna gna, retrouver nos offres. On attend vos candidatures. Ok. Avec un graphique, avec Lidl en premier, on a une source, YouGov Brand Index, okay, et 30,1 pour Lidl. Mais 30,1 quoi, en fait? C'est le salaire, non? C'est ça, 30 €, virgule 1. Ça peut être aussi... des décibels, non? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça peut être le nombre de décibels moyens par employé chez Lidl. Donc, Lidl fait du bruit. On ne sait pas. Et sincèrement, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu. Par contre, ce qui est génial, en fait, c'est qu'il y a 27 personnes qui ont aimé ou applaudi, qui trouvent ça bien, en tout cas. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres sur LinkedIn. J'aime beaucoup LinkedIn, hein, je passe du temps dessus, mais il y a vraiment des posts comme ça qui sont mis et on ne comprend rien. Et pourtant, ils font le buzz et ça marche. Donc voilà, bon, faites attention quand vous vous promenez sur les réseaux sociaux de voir des trucs comme ça où prenez 2 secondes et vous dites Lidl est premier de quoi, du coup? Voilà. C'est la fin de mes exemples visuels du petit jeu. Merci de votre participation, c'était cool. Comment on peut déjouer ces pièges? C'est pas très compliqué. Faites attention aux sources et au contexte des données. Qui a produit les données? Est-ce que c'est la personne qui les présente ou c'est quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a un intérêt particulier à vous présenter ces données-là? Est-ce que c'est une source indépendante? Est-ce qu'elle a été financée par un organisme, par une entreprise? Par exemple, si on vous présente une étude sur l'efficacité d'un médicament, mais que c'est le laboratoire qui le produit, qui l'a fait. Bon, vous pouvez vous poser des questions. C'est comme les pubs pour les dentifrices. 99% des dentistes recommandent ce dentifrice. Oui, forcément, vous n'allez pas dire le contraire, vu que c'est vous qui vendez le dentifrice. A-t-on les données, l'interprétation des données, ou les deux? En gros, est-ce qu'on a les données brutes, telles quelles, sorties de l'étude, sans contexte? Est-ce qu'on a l'interprétation des données, auquel cas, qui les a interprétées? Et est-ce qu'on a les deux? Et auquel cas, on peut se faire sa propre interprétation et avoir aussi l'interprétation de quelqu'un d'autre. Ça, c'est intéressant. Par exemple, en entreprise, on va vous montrer des données, mais bon, vous ne savez pas trop ce que ça veut dire, mais on va les interpréter pour vous. Mais vous ne les auriez pas interprétés pareil. Hein. Donc, c'est intéressant de savoir ce que vous avez en face de vous. Est-ce que j'ai toutes les informations pour comprendre les données? On ne peut pas être bon partout, on ne peut pas tout connaître. Par exemple, les chiffres du chômage, quand on donne les chiffres du chômage, est-ce qu'on parle des gens en France qui n'ont pas de travail ou est-ce qu'on parle des gens en France inscrits à Pôle emploi qui n'ont pas de travail? Bon, voilà. Une étude scientifique. Est-ce que j'ai la capacité, moi, de comprendre les études scientifiques sur le Covid ou les vaccins, par exemple, ou pas? Bon, ça dépend de chacun et de chacun de nos compétences. Est-ce que j'ai des données complètes ou partielles? Des fois, c'est pratique de ne pas montrer toutes les données parce que ça va servir un but. Par exemple, lors des élections, souvent, on ne va pas parler des votes blancs ou de l'abstention parce qu'on va plutôt se focaliser sur les candidats. Sauf que quand même, on oublie une grosse partie des données. En entreprise, c'est pareil. On va vous montrer le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est très, très, très bon. Mais par contre, on ne va pas vous montrer le turnover ou des choses comme ça. Voilà. Le format des données aussi, est-ce qu'on parle de pourcentage? Est-ce qu'on parle de nombre relatif? De quoi on parle? Il y a un bon exemple là-dessus, c'est est-ce qu'on parle de la moyenne ou de la médiane?
deux choses complètement différentes. En France, le salaire moyen, c'est 3 000 € brut. Par contre, le salaire médian, c'est 1 800 € brut. Qu'en fonction de la personne que vous avez en face de vous et ce qu'elle veut vous démontrer, elle va choisir un chiffre plutôt que l'autre. Donc voilà, ça c'est une méthode pour quelques petites astuces pour faire attention aux pièges sur les données. Moi, j'ai rien inventé. Hein. Je ne suis pas du tout créatrice de tout ça. J'ai piqué ça un peu partout, notamment chez Norman Baillargeon, qui a écrit un bouquin qui est vraiment très bien, qui s'appelle « Le petit traité d'autodéfense intellectuelle », qui est très facile à lire et qui donne plein de petites astuces, plein de petites choses et beaucoup d'exemples aussi. Donc, je vous le recommande. Si vous n'aimez pas trop lire et que vous êtes plutôt vidéo YouTube, allez suivre les tutos de Defacator. C'est souvent très drôle. Il explique comment éviter certains pièges, beaucoup tournés vers l'actualité. Et il a aussi un Twitter sur lequel il fait pas mal de choses. Je vous conseille aussi Clément Viktorovitch, qui est du coup un journaliste et un enseignant à Sciences Po, qui est connu parce qu'il passe à la télévision ou il est passé à la télévision. Et en fait, lui, son truc, c'est de décrypter les discours des personnes politiques. Il l'a fait avec Marlène Schiappa, il l'a fait avec plein de gens. Et il le fait de manière très claire et très simple, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Et il y a toutes les rhetorical fallacies de David McCandless. Ça, c'était ma première partie sur les arguments fallacieux. Il y en a plus d'une 50aine, avec pareil, beaucoup d'exemples. Il a fait un site web très bien fait. Donc, je vous le recommande. C'est vraiment sympa. Et quand on le lit, on se dit « Ah, mais oui, mais ça, telle personne le fait souvent. » quoi. Donc, c'est très intéressant à lire. Ces sources, je vous les remettrai sur Twitter si vous le souhaitez plus tard. Merci beaucoup à vous tous. C'était vraiment sympa de faire ce talk, même si je ne vous vois pas. J'espère que vous êtes contents, en tout cas, vous souriez. Et puis, merci d'avoir participé. C'était sympa, même si ce n'était pas en présentiel. Voilà. Et vous avez le droit de vous démuter pour dire des trucs si vous voulez. Hein. Ouais. Bravo. Bravo Marie. Bravo Marie. Merci. C'est mon fan club. Merci, ouais, c'était bien sympa. Bravo Marie. Et n'hésitez pas à regarder sur Twitter, je vous donnerai des sources et je partage souvent des choses là-dessus.